Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour la seconde partie du book haul de janvier pour vous parler des livres que j'ai reçus, des livres que j'ai empruntés, parce que je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je suis bibliothécaire, donc évidemment je vois passer plein de livres et plein de tentations. Donc j'ai emprunté quelques livres. Après, je me fais pas trop d'espoir sur le temps que je vais avoir pour les lire, enfin j'espère, on verra bien. Voilà, en attendant, j'ai tenté quand même de les emprunter parce que ce sont des livres qui me font envie depuis très longtemps et bon, je verrai bien si j'ai le temps de les lire. Alors sinon, en ce qui concerne les reçus de janvier, dans le cadre de la masse critique Babelio, qui a lieu une fois par mois, alors j'ai reçu Shiruran, qui est un manga. Donc c'était le mois dernier et c'était sur les romans graphiques, les mangas, les bandes dessinées. Moi j'ai reçu celui-ci. Donc il est édité chez Mangetsu. Mangetsu Manga, je ne connaissais pas cette maison d'édition. Voilà. Avant, je lisais beaucoup de mangas et de bandes dessinées. Et c'est vrai que j'ai un petit peu, voilà, par faute de temps, j'ai un petit peu laissé tomber. Parce que bon, moi, je mets la priorité aux romans, c'est ce que je préfère lire. Mais bon, j'essaie de me remettre un petit peu de temps en temps quand même. Voilà, là, ça va m'obliger à me replonger dans un manga. Et bon, j'en suis bien contente parce que j'adore ça. Voilà, alors celui-ci, il est donc écrit par Shinya Umemura et Hashimoto. Voilà, et c'est Shururan, tome 1. Alors, Edo 1859, le shogunat Tokugawa vit ses derniers instants. Toshiro Hijikata, 24 ans, s'entête à défier tous les samouraïs qui croisent sa route. Son rêve, devenir le sabreur le plus puissant de la capitale. Des années plus tard, on le surnommera le démon du Shinsengumi, une milice samouraï redoutable dont il prendra le vice-commandement. À quoi pensait-il? Que cherchait-il? Et surtout, quelle vérité Shinpachi Nagakura, l'un des rares survivants de cette époque tumultueuse, révélera-t-il au sujet de son ancien compagnon? C'est ici que débute la légende d'une bande de vauriens abonnés au coup d'éclat. Voilà. Alors bien sûr, ça se lit dans l'autre sens, hein, les mangas. Voilà, je vais vous montrer la première page, parce que je trouve qu'elle est superbe. Voilà. Moi, j'adore les dessins de manga. J'adorais quand j'étais regarder manga quand j'étais petite. Enfin, les animes, les dessins animés. Et voilà, D'ailleurs, c'est rigolo parce que mes enfants se sont mis à regarder Goldorak et ils s'accrochent complètement à Goldorak. Moi, enfin, j'ai quelques souvenirs de Goldorak, c'est un peu vieux, mais voilà, voilà, c'est un des premiers animes que j'ai commencé à lire aussi. Alors sinon, pour compléter ma collection voilà, du cycle d'Avalon, et comme je vous l'avais dit lors de la précédente vidéo, vu que je suis une fan de du cycle arthurien, j'ai acheté de Marion Zimmer Bradley Les ancêtres d'Avalon. Donc elle a écrit, en fait j'ai lu il y a des années de ça, enfin j'ai lu et relu parce que j'ai vraiment adoré cette duologie qui est le tome 1, enfin Les Dames du Lac, et le tome 2, Les Brumes d'Avalon. Où elle donne une autre image du cycle arthurien, puisqu'il est raconté du point de vue des femmes, et notamment de Morgane. Morgane l'a fait la grande méchante dans le cycle arthurien, et là c'est complètement différent, c'est vu du point de vue des femmes. Enfin, j'ai vraiment adoré cette duologie. Et ensuite, elle a écrit des livres qui précédaient cette duologie, qui se passent avant. J'en ai lu deux. Il y a La colline du dernier adieu et j'ai oublié le titre du deuxième, mais ils sont vraiment moins bien que Les Dames du Lac et Les Brumes d'Avalon. Enfin, voilà, ça n'arrive pas vraiment à la cheville des deux premiers qu'elle a édités. Je voulais quand même compléter la collection. Il me manque encore La chute d'Atlantis, puisqu'en fait, elle a démarré voilà, son cycle d'Avalon à partir d'Atlantis. Donc, c'est les rescapés d'Atlantis qui découvrent l'île d'Avalon, qui vont entretenir le culte de la grande déesse. Et puis voilà, c'est de là que va découler les mystères d'Avalon et les prêtresses d'Avalon. Alors dans ce tome de sombres présages s'amoncellent sur Atlantis. Michael et Tiriki, prince et princesse d'Atarat, abandonnent avec une poignée de survivants leur île pour gagner les terres de l'Angleterre. Mais ils sont séparés et embarquent sur des navires différents. Le prince Michael et son cousin, le prince Chalan, accostent dans un comptoir commercial où Chalan entreprend de perpétuer par la force la grandeur du royaume Atlante. La princesse Tiriki et le mage Chédan trouvent refuge auprès d'une tribu indigène après s'être égarée dans une tempête en mer. Apprenant qu'une nouvelle vie grandit en elle, Tiriki va entretenir la puissance de la déesse. Voilà, donc on retrouve
L'histoire des origines d'Avalon perpétue avec brio l'esprit épique et magique des Dames du Lac. Voilà, on retrouve tous les mystères d'Avalon. Bon, là, c'est complètement fictif, hein. Enfin, je veux dire, on n'a jamais rattaché les mystères d'Avalon à l'Atlantide, à peu près ce que j'en sais. Mais voilà, bon, c'est. Puis voilà, j'aime beaucoup l'écriture de cet auteur, donc voilà, je voulais compléter ma collection et il ne me manquera plus que la chute d'Atlantis. Ensuite, on a voilà, recommencé à lire avec les enfants, enfin on a commencé à lire dans la bibliothèque verte, alors Bakugan. Voilà. Donc là, je ne sais pas s'il y a un auteur, puisque comme c'est dérivé du livre et du manga, je pense du coup aussi. Voilà, donc c'est la bibliothèque verte chez Hachette Jeunesse. Alors c'est vrai que moi quand j'étais petite, on commençait par la bibliothèque rose, ensuite la bibliothèque verte et après c'était la bibliothèque rouge et or, je crois, je ne sais plus. Maintenant, il y a des bibliothèques vertes pour les plus petits, puisque là c'est à partir de 6-8 ans. Voilà, donc Bakugan, si vous ne connaissez pas, ce sont voilà, de jeunes gens qui ont voilà, des monstres, si on peut dire, des Bakugan. Alors, ils sont sous forme voilà, de boules qu'ils gardent avec eux et ils font des combats voilà, de Bakugan. Bon, c'est pas trop violent, ça va encore. Mes enfants regardent, voilà, j'ai régulièrement droit à des combats de Bakugan ou de Toupie Beyblade aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des mangas et des animes. Voilà, vous allumez Gulli, vous allez finir par tomber dessus ou sur Pokémon. Voilà, c'est dans la même mouvance. Et bon, ce que je trouve bien, c'est que voilà, ils sont vraiment adaptés, je trouve, à leur âge parce qu'ils arrivent à le lire. Ils ont 7 ans, ils arrivent à le lire. Enfin, mes loulous ont 7 ans. Et ils arrivent à le lire eux-mêmes, donc c'est bien. Je lis avec eux aussi, hein, voilà. Mais c'est sympa. Il y a pas trop, c'est pas très violent, hein, contrairement à ce que pourrait faire croire un peu la couverture. C'est vraiment pour du 6-8 ans. C'est bien pour les enfants qui démarrent ou pour les enfants qui, voilà, qui ont envie de lire tout seuls. C'est bien. Voilà. Notre livre jeunesse, alors là par contre c'est un emprunt que j'ai fait à la médiathèque dans laquelle je travaille et qui s'appelle Si j'étais un sorcier. Hop, je vais vous montrer. Voilà, que ça se trouve au reflet. Si j'étais un sorcier. Certains sorciers sont jeunes et beaux, d'autres sont vieux et ont une longue barbe. Mais tous sont intelligents, travaillent beaucoup et aiment se faire remarquer. C'est pourquoi ils portent des vêtements si voyants. Si tu veux jouer au sorcier, tu trouveras dans ce livre toutes les informations nécessaires et même des sorts à jeter. Donc je l'ai pris parce que je trouvais que les illustrations étaient, voilà, étaient vraiment très belles, très sympa. Alors j'ai quand même regardé un petit peu voilà, je voudrais retrouver la maison du sorcier. Voilà. Je trouve ça excellent quand même. C'est un peu le bric-à-brac, le fourre-tout du sorcier. Et vous avez des super sortilèges à la fin, du style le yaourt ensorcelé, voilà, dans un grand verre à glace, fait alterner des couches de yaourt, de sucre brun et de fruits de la forêt. Puis mets à rafraîchir, tu vas te régaler. Un super sort. Donc c'est de Megline et Lucie Leclerc et c'est aux éditions Circonflexe. Voilà, on ferait un retour quand je l'aurai lu avec les enfants. Alors, moi je me suis emprunté aussi, j'ai oublié aussi de vous parler dans les reçus, mais je viens de finir de le lire, donc c'est pour ça que je n'y pense plus. J'ai commencé la série de Tiffaine K.S. qui s'appelle 7 péchés capitaux, où on suit une jeune fille, au départ elle est au lycée, ensuite à la fac, et elle va faire différentes rencontres. Alors on est dans de la romance, contemporaine et assez sexy et sensuelle, avec une histoire, voilà, une histoire parallèle. Donc en fait l'héroïne Eva va rencontrer des hommes dans chaque tome différent et qui vont s'apparenter à un des 7 péchés capitaux. Donc là j'ai fini le tome 6 qui s'appelle Paresse. Donc j'arrive à la fin, il ne manque plus que le tome 7. Alors si je ne me trompe pas, ça doit être Luxure. Voilà, mais ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a une histoire derrière avec son meilleur ami. Voilà, il y a une sorte d'enquête et bon, c'est enfin de mystère au début. Son meilleur ami, c'est Andrew. On le voit beaucoup dans le tome 5 qui s'appelle Envie. Donc on en sait un petit peu plus sur ses activités. C'est le tome que j'ai préféré jusqu'ici. Voilà, parce qu'il aborde quand même des sujets assez graves et voilà, sous couvert de romance, il aborde des sujets quand même assez graves. Et puis on voit pas mal le personnage d'Andrew. Donc c'était voilà, c'était vraiment, c'est le tome que j'ai préféré jusqu'ici. Là, j'ai lu voilà, Paresse. Et puis voilà, je vous donnerai mon avis quand je les aurai tous lus.
Je remercie Tiffany Case d'ailleurs de m'avoir envoyé, voilà, m'avoir fait découvrir sa série. Sinon, pour revenir alors au livre emprunté, là par contre on va replonger dans du plus noir. Avec, alors celui-là, ça fait je ne sais combien de temps que je veux le lire. Je n'arrive jamais à trouver le temps de le lire. Il faut savoir aussi que j'ai rencontré l'auteur dans un salon. Alors je lui ai pris, donc pas les chiens de Détroit, Refuge. J'ai acheté Refuge. Je ne l'ai pas lu non plus. Donc ce qui fait qu'à ce jour, je n'ai lu aucun livre de Jérôme Loubry, pas Les Sœurs de Montmort non plus. C'est un peu la honte, hein, parce que apparemment c'est voilà, un très bon auteur de thriller. Et bon, bah, j'espère, voilà, remédier à cette carence. Il paraît que celui-ci est un de ses meilleurs avec Les Sœurs de Montmort. Donc, enfin, je ne sais pas si on en a écrit plus que 3. Ça, c'est son premier roman. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais commencer par celui-ci avant de lire celui que j'ai acheté. Alors, Détroit a perdu ses repères, ses habitants l'abandonnent, ses enfants disparaissent. 2013 à Détroit. Cette ville qui a été la gloire de l'Amérique n'est plus qu'une ruine déserte, un cimetière de buildings. Cette nuit-là, la jeune inspectrice Sarah Berkan mène le groupe d'intervention qui encercle une maison et donne l'assaut. Mais aucun besoin de violence, le suspect attend assis à l'intérieur. Il a enlevé 5 enfants. Et il est sans doute le géant de brume, le tueur insaisissable qui a laissé derrière lui 7 petits corps, il y a 15 ans. Alors pourquoi supplie-t-il Sarah? Aidez-moi. L'histoire s'ouvre donc avec l'arrestation du coupable, et pourtant elle ne fait que commencer. À Détroit, personne n'est innocent. Bon, ça promet. C'est vrai que Détroit, quand on le voit dans les séries américaines, ça a été une ville qui a été très riche autrefois, notamment grâce à ses industries, à l'industrie automobile, si je ne me trompe pas. Et elle s'est complètement écroulée, ce qui fait que voilà, c'est une ville maintenant où règne, même si ça va peut-être un petit peu mieux maintenant, où pendant des années on régnait l'insécurité, le chômage, donc qui dit chômage dit violence, drogue. Donc c'est voilà, je pense qu'il n'a pas choisi cette ville au hasard. Donc j'espère bientôt pouvoir lire enfin du Jérôme Loubry. Toujours dans du, je pense, assez costaud au niveau du roman noir, Elena de Jérémy Fell. Déjà, rien que la couverture, moi, j'adore. J'adore, je trouve qu'elle est super inquiétante. Enfin, cette jeune femme fait vraiment inquiétante. On ne sait pas si elle veut se venger ou je ne sais pas. Enfin, c'est vraiment. J'ai eu envie de le prendre rien que de lire la couverture de toute façon. Kansas, on est toujours aux États-Unis, un été plus chaud qu'à l'ordinaire. Une décapotable rouge fonce sur l'interstate. Du sang coule dans un abattoir désaffecté. Une présence terrifiante sort de l'ombre. Des adolescents veulent changer de vie. Des hurlements se chablent d'une cave. Des rêves de gloire naissent, d'autres se brisent. La jeune Ellie se prépare pour un tournoi de golf en hommage à sa mère trop tôt disparue. Norma, seule avec ses 3 enfants dans une maison perdue au milieu des champs, essaie tant bien que mal de maintenir l'équilibre familial. Quant à Tommy, 17 ans, il ne parvient à atténuer sa propre souffrance qu'en l'infligeant à d'autres. Tous 3 se retrouvent piégés, chacun à sa manière, dans un engrenage infernal d'où ils tenteront par tous les moyens de s'extirper, quitte à rester le pire. Et il y a Elena. Alors, qui est Elena? Ça, je ne sais pas. Jusqu'où une mère peut-elle aller pour protéger ses enfants lorsqu'ils commettent l'irréparable? Après les loups à leur porte, Jérémy Fell aborde cette vertigineuse question dans une grande fresque virtuose aux allures de thriller psychologique. Voilà. Un livre qui donne bien envie. Alors, après, La vraie vie. Alors, par contre, j'ai oublié de vous dire, Les chiens de Détroit, c'est chez Calmant Lévy Noir. Jérémy Fell, alors c'est Payot Rivage. Et là, on arrive. Donc, La vraie vie d'Aline Dieudonné chez l'Iconoclaste. Alors, je pense que c'est à la fois du suspense et aussi une histoire familiale, après ce que j'ai compris. Alors, c'est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement, ou presque. Chez eux, il y a 4 chambres. La sienne, celle de son petit frère Gilles, celle des parents et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. La mère est transparente, amibe craintive, soumise aux humeurs de son mari. Le samedi se passe à jouer dans les carcasses de voitures de la décharge, jusqu'au jour où un violent accident vient faire bégayer le présent. Dès lors, Gilles, le petit frère, ne rit plus. Elle, avec ses 10 ans, voudrait tout annuler, revenir en arrière, effacer cette vie qui lui apparaît comme le brouillon de l'autre, la vraie. Alors, en guerrière des temps modernes, elle retrousse ses manches et plonge tête la première dans le cru de l'existence. Elle fait diversion, passe entre les coups et conserve l'espoir fou que tout s'arrange un jour. D'une plume drôle et fulgurante, Adeline Dieudonné campe des personnages sauvages, entiers. Un univers acide et sensuel. Elle signe un roman coup de poing. Donc voilà. On va voir. Et alors celui-ci, c'est pareil, c'est un livre que... Voilà, il n'est pas récent, hein, mais on est dans de la dystopie, de l'Uchronie.
Le rire du grand blessé de Cécile Coulon. Il y a des années que j'ai envie de le lire, ce livre. Et j'étais bloquée parce qu'à un moment, j'arrivais plus à retrouver le titre du livre. Je me souvenais de l'histoire, mais pas du titre. J'ai eu du mal à le retrouver. Et là, je me dis, faut que je le note et il faut vraiment que je l'emprunte. Alors, pays inconnu, régime totalitaire, ennemi public numéro 1, la littérature. Numéro 1075, particularité analphabète. Seuls circulent les livres officiels. Le choix n'existe plus. Le grand, à la tête du service national, a mis au point les manifestations à haut risque. Lectures publiques qui ont lieu dans les stades afin de rassembler un maximum de consommateurs. Peuvent alors s'y déchaîner les passions des citoyens dociles. Des agents de sécurité impérativement analphabètes sont engagés pour veiller au déroulement du spectacle et maîtriser les débordements qui troublent l'ordre public. 1075, compétiteur exceptionnel, issu de nulle part et incapable de déchiffrer la moindre lettre, est parfait dans ce rôle. Il devient le meilleur numéro, riche, craint et respecté, jusqu'au jour où un molosse, monstre loué pour pallier les défaillances des agents, le mord. À l'hôpital où on le dorlote pourtant comme un bébé, sa vision bascule. Alors j'avoue que le pitch m'avait vraiment intriguée parce que voilà, un monde où la littérature est... Oui, la littérature est dangereuse, effectivement. C'est vrai que c'est une des premières choses qu'on supprime dans les pays totalitaires, les écrivains, les artistes, voilà. Voilà, là, on est en plein dedans, puisqu'on met en avant voilà, tous les ans, je crois, ou je ne sais plus tous les combien, il y a une personne qui va être mise en avant, qui va avoir le droit de, voilà, qui va vivre dans l'opulence, la richesse. Et il faut à tout prix que cette personne soit analphabète. Voilà, on met vraiment, on interdit complètement la lecture. Et voilà, ça fait des années que j'ai envie de le lire aussi, ce livre, et je me suis dit, là maintenant que j'ai retrouvé, je l'ai, j'espère avoir le temps. Il n'est pas très long non plus, mais à mon avis, il y a beaucoup de choses, voilà, beaucoup de choses dedans, certainement qui font réfléchir. Donc voilà, alors c'est donc Le rire du grand blessé de Cécile Coulon, et c'est aux éditions Viviane Ami. Voilà, donc j'en ai fini avec... ah oui, je voulais vous parler aussi de deux... J'ai encore un petit peu le temps, mais je le ferai peut-être une autre fois. Je parlerai des films une autre fois. Donc voilà pour le book haul de ce mois-ci. Donc j'espère que ça vous aura peut-être donné quelques envies. Peut-être qu'il y a des titres que vous connaissez dedans aussi. Voilà, vous pouvez me mettre en commentaire si vous les connaissez. Puis voilà, puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, voilà, pour suivre la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite encore de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye.